donc l'enregistrement. Du coup, bienvenue à tous et à toutes. Je suis Cécilia Bassi, la responsable du pôle accompagnement. Du coup, nous sommes ravis de vous avoir si nombreux et nombreuses sur ce webinaire. Quelques éléments de contexte. Ce webinaire s'inscrit dans les travaux de la commission accompagnement qui est présidée par les canons, la Fédération d'entreprises d'insertion et WeShare by Résilience. Et du coup, cette thématique a identifié par la commission via notamment les permanences juridiques qu'on coordonne avec le barreau de Paris tous les mois et aussi via du coup plusieurs échanges que nous avons avec les structures de l'accompagnement et de l'ESS comme un véritable enjeu pour 2023, notamment dans un contexte de crise économique avec la levée de fonds, la levée des aides d'État, l'inflation, les reports de factures, etc. Et du coup, ce webinaire s'inscrit aussi d'un très bon partenariat que nous avons avec le barreau de Paris dans le cadre du plan de relance. Et du coup, je tiens à remercier aussi Thomas Graff du barreau de Paris qui nous a aidés pour l'organisation de ce webinaire. Pour entrer du coup dans le vif du sujet, l'objectif de ce webinaire est de vous informer, de vous outiller sur les dispositifs juridiques financiers, mais aussi de vous partager les bonnes pratiques, les points de vigilance quand on doit faire face à des difficultés de trésorerie. Du coup, concernant le contenu de ce webinaire, on aura un premier temps de mise en contexte un peu pour préciser le cadre de ce webinaire avec l'intervention du barreau de Paris et l'ordre des experts comptables. Ensuite, la plus grosse partie de notre webinaire sera dédiée justement à partager des informations, des dispositifs, des outils financiers, aussi juridiques et aussi d'accompagnement. Du coup, on aura une première intervention avec le groupement de prévention agréé d'Île-de-France pour ensuite laisser la parole à France Active Métropole qui nous partagera les outils financiers qui peuvent être sollicités par les structures pour ensuite laisser la parole au barreau de Paris pour revenir effectivement sur les dispositifs juridiques qui sont à disposition des structures. Et pour compléter du coup le panorama aussi sur ces sujets, ça nous semblait essentiel aussi d'avoir un retour d'expérience d'une structure qui a vécu des difficultés de trésorerie. Et du coup, on finira le webinaire avec la prise de parole de Florent du journal Le Dranche. Pour laisser aussi espace aux échanges, à chaque fin de prise de parole, il y aura un temps de questions-réponses. Du coup, Marie et Irène du pôle accompagnement vont prendre vos questions que vous pouvez poser tout au long de nos présentations. Et du coup, on va vous faire remonter vos questions aux intervenants. Et aussi, à la fin du webinaire, il y aura bien sûr un temps libre, du coup, pendant lequel vous pouvez ouvrir votre micro. Je ne m'attarde pas plus que ça et du coup, je laisse du coup la parole à Alexandre pour commencer ce webinaire. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Levinger, je suis avocat en entreprise en difficulté. Alors, c'est un terme qui peut paraître un petit peu difficile à entendre, mais je crois que être avocat dans ce domaine, c'est avant tout être un avocat qui est proche des structures, qu'elles soient associatives, qu'elles soient commerciales, des sociétés, et également des personnes physiques, parce qu'avant tout, eh bien, dans notre monde, ce qui fait l'entreprise, le groupement, la force économique, ce sont les individus. Et donc, mon travail consiste à, au quotidien, accompagner des individus qui rencontrent, dans le cadre de leur activité professionnelle, des difficultés. Ces difficultés, elles sont multiples. Alors, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Parce que sinon, ça fait de l'écho. C'est bien ça? J'espère que ça va marcher. Ça va? Ça a l'air…
Merci de couper vos micros, effectivement. Merci. L'organisateur peut couper les micros de tout le monde. C'est toujours en train de bloquer la fac? Évidemment. Oui, évidemment. Et actuellement, vous êtes à la recherche de travail. Génial. Merci beaucoup, Cécilia. Je comprends qu'effectivement, c'est le jeu des webinaires, il n'y a pas de souci. Alors, donc du coup, voilà, un avocat, ça accompagne effectivement les personnes, ça accompagne les dirigeants, les actionnaires, les pools d'entrepreneurs quand ils rencontrent des petites difficultés. Alors, c'est quoi rencontrer une difficulté pour une entreprise? Ça fait juste partie de sa vie. Une entreprise, quand on commence, on a plein d'espoir, plein d'attentes, et puis on a un effet de courbe ascendante puis descendante. C'est tout à fait normal et c'est quelque chose qui est gérable, qui est anticipable. Et pour ça, l'entrepreneur ou on va dire le pool d'entrepreneurs, quand il y a plusieurs personnes à la tête d'une structure, eh bien, elle doit l'anticiper. Et pour ça, elle n'est pas seule. Ça, c'est très important. De savoir que vous n'êtes pas laissé lâcher dans la nature. Le système, entre guillemets, est fait pour vous accompagner. Et le système, c'est qui? C'est votre expert comptable, ils interviendront juste après, et également les avocats, qui sont le conseil naturel de l'entreprise. Alors, avoir des difficultés, effectivement, c'est quelque chose d'assez diffus. Au départ, on ne le voit pas forcément, surtout quand on est un petit peu la tête dans le guidon et qu'on gère l'entreprise. C'est quoi? En termes de trésorerie, ça va être des retards de paiement qui s'accumulent, des impayés, ça va être des demandes de délai récurrentes qu'on est obligé de faire pour payer. On voit le compte bancaire qui frôle avec le zéro, voire même est en dessous. On a des aides qu'on devait avoir qui n'arrivent pas, on a des paiements qui n'arrivent pas, on sent que ça se passe mal, on a des prix, on a vu ça avec l'inflation, des matières premières qui augmentent ou des services qui augmentent. Forcément, on n'est pas forcément producteur, on peut être aussi consommateur de certains services comme l'électricité, bien évidemment. Et donc, on voit que au niveau financier, ça se passe pas très bien. On a aussi au niveau de l'entreprise ou de la structure quelques tensions, des tensions avec les administrateurs, avec les gérants, avec la personne en charge des finances. On peut avoir affaire à des licenciements, même des PSE pour les plus grosses entreprises, c'est-à-dire celles employant généralement plus de 50 salariés et qui licencieraient d'un coup 10 personnes. C'est assez particulier, mais ça arrive. On a aussi effectivement dans l'entreprise un turnover trop important des fonctions clés. Des changements d'interlocuteurs, des retards de livraison parce que la chaîne ne fonctionne pas, des retards de livraison, c'est-à-dire de produits, si on livre des produits, ou également de prestations. Si on doit délivrer une prestation, elle est mal faite, les retours sont mauvais. Et on a aussi, chez le dirigeant, on peut avoir un dirigeant qui va commencer à se tendre, qui va commencer à voir qu'il n'est pas à l'aise, qu'il ne sait plus où il met les pieds. Bref, c'est un ensemble d'éléments qui constituent ce qu'on appelle les signaux faibles. Donc, il est important d'avoir conscience. Le dirigeant, lui, n'en a pas forcément conscience, mais les gens autour peuvent en avoir conscience et doivent lui remonter l'information ou remonter l'information à des gens qui ont le pouvoir d'approcher ce dirigeant ou les dirigeants de la structure pour leur dire attention, tire la sonnette d'alarme, il se passe quelque chose. Parce que souvent, le dirigeant, c'est quelqu'un de fonceur, c'est quelqu'un qui effectivement a un projet d'entreprise et lui, il ne va pas s'arrêter. Lui, il va se dire, voilà, s'il y a un problème, c'est pas grave, je vais continuer, je vais y arriver. Et c'est ça ce qu'on attend d'un dirigeant. Et ça s'appelle le déni du dirigeant, qu'on pousse à l'extrême. Et nous, c'est ce à quoi on fait face souvent, c'est-à-dire le dirigeant dit tout va bien, tout va bien, tout va bien, je vais bien. Non, en fait, ça ne va pas bien. Et il faut passer cette période de déni. Et c'est ce qu'on appelle objectiver les problèmes, arriver à se poser, arrêter un peu le train qui est en marche, se poser pendant 1 heure, 2 heures, faire le point de ce qui va et ce qui ne va pas, et être honnête, appeler sa banque, appeler son expert comptable, et le cas échéant, effectivement, derrière, quand on voit que le bilan est mauvais, se dire, voilà, il faut que j'agisse. Et cette action, elle va être de 2 ordres. Soit on a des difficultés qui sont passagères.
bon, on a bien vu, il y a eu le Covid, on a bien vu, il peut y avoir un problème structurel sur un marché, une aide qui ne vient pas, un paiement spécifique qu'on attendait. Bon, ça, on peut essayer de le régler. Et à ce moment-là, ça peut se régler en quelques mois, quelques semaines, et on arrive à faire le dos rond grâce à l'aide de sa banque qui peut bien évidemment intervenir. Soit c'est une difficulté structurelle, c'est-à-dire l'organisation même de l'entreprise n'est pas bonne, on a fait des erreurs, on a engagé la mauvaise personne, on a effectivement licencié la mauvaise personne, on a travaillé avec le mauvais client qui ne paye pas. Il faut revoir en profondeur effectivement les choses. Et dans ce cas-là, il faut vraiment prendre ça au sérieux et être accompagné, ou du moins se faire accompagner pour trouver des solutions constructives et ne pas en arriver au dernier point qui serait le pire pour une entreprise, on va dire, de taille restreinte, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cessation des paiements, c'est-à-dire ne plus être capable de payer ses dettes avec l'argent qu'on a en compte. Puisque, évidemment, après, on peut avoir des découvertes bancaires, des ceci, des cela, mais enfin, il vaut mieux pas trop tirer sur le découvert parce qu'on sait que ça coûte très cher, c'est déjà GIO, vous connaissez tout ça à titre personnel. Pour les entreprises, c'est pareil. Et donc, du coup, en arriver à l'état de cessation des paiements, c'est-à-dire ne plus être capable de payer ses dettes, généralement, pour une petite entreprise, c'est souvent son arrêt de mort. Il faut vraiment anticiper, et je pense que c'est un message que vous allez beaucoup entendre, pour éviter cet extrême. On y reviendra tout à l'heure, ce n'est pas la fin finale, mais on va dire que c'est vraiment très difficile d'en arriver là. Et il y a plein de moyens pour éviter de passer ce cap et permettre, grâce notamment aux hommes du chiffre auxquels je vais laisser la parole, de trouver des solutions permettant d'en sortir. Merci beaucoup, Alexandre. Je laisse effectivement Jean-François et Fanny de l'Ordre des experts comptables compléter cette mise en contexte. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc moi, je suis Jean-François Cotin et j'interviens avec Fanny Binot. Donc on s'occupe du comité association et secteur non lucratif au niveau de l'Ordre des experts comptables. Donc on est expert comptable, on accompagne principalement des entités du secteur non lucratif et de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des entreprises. Comme ça a été dit précédemment, l'anticipation est un point essentiel de la gestion d'une difficulté. Et il y a aussi le fait de pouvoir être en capacité de parler et d'échanger en amont. Alors, si on peut peut-être passer le slide suivant, on va voir que on a essayé de vous faire des éléments simples quand on connaît des difficultés. Les deux mots-clés, c'est vraiment anticiper et communiquer, à la fois au niveau du dirigeant, mais aussi du conseil d'administration, puisque souvent on a dans le secteur non lucratif et des assos des conseils d'administration qui sont au-dessus, mais aussi dans les entreprises. Les deux ont le devoir d'anticiper. Comment on identifie que ça va mal? Parce que si on est dans un conseil d'administration, ce n'est pas toujours facile, ou si on est conseil de l'entreprise ou partenaire ou en charge où on est financeur, pas toujours facile de trouver les sources d'indicateurs. Le premier indicateur, c'est la trésorerie. Donc là, on a mis cash is king parce que vraiment la mort d'une association ou d'une entreprise vient dans la quasi-totalité des cas de l'absence de trésorerie. Donc, tous les éléments qui sont liés à la trésorerie, c'est un indicateur essentiel. Et quand vous voyez une baisse de trésorerie, il faut regarder sur 3-4 ans, c'est souvent très visible. La deuxième chose où on peut avoir une indication de difficulté, c'est les fonds propres. Pourquoi les fonds propres? Donc, les fonds propres, c'est l'accumulation de votre résultat. Et quand vous supportez des pertes, vous n'allez pas le voir dans la trésorerie, mais par contre, vous allez avoir du résultat qui, au fur et à mesure, diminue. De la même manière, dans les fonds propres, on a ce qu'on appelle les quasi-fonds propres, qui concernent soit les fonds dédiés, soit les subventions que vous avez reçues auprès de tiers. Et s'ils sont élevés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une réserve de trésorerie qui est libre, qui n'est pas liée à vos emprunts ou qui n'est pas liée à des tiers externes qui attendent un remboursement. Et donc, c'est votre liberté. Si vous n'avez plus de fonds propres, si vous avez des fonds propres faibles, à zéro, voire négatifs, ou des fonds propres faibles par rapport à la montant total de ce que vous avez,
c'est un indicateur qui montre une difficulté. L'autre indication, elle est assez simple et vous la connaissez, c'est l'insuffisance de recettes et la baisse de ressources. L'insuffisance de recettes, c'est au fur et à mesure des événements, au fur et à mesure des dons que vous allez recevoir, ou alors avec les négociations avec les tiers financières, vous vous rendez compte que finalement, il y en a qui s'en vont et ils ne sont pas renouvelés. Le renouvellement des ressources est essentiel et la baisse significative de ces ressources doit vous amener à la réflexion de est-ce que je peux baisser mes charges en contrepartie ou est-ce que je ne peux pas baisser mes charges parce que j'ai une équipe, j'ai une masse salariale, je ne peux pas couper mes coûts comme ça. Et à ce moment-là, c'est une indication de difficulté. Une autre difficulté, c'est le fonds de roulement. Alors ça, c'est un mot qui paraît un peu complexe, mais pour dire simplement ce qu'est le fonds de roulement, c'est le fonds pour rouler. C'est ce qui vous permet finalement de à la fois financer vos dettes, vos créances en attente de recouvrement et de financer vos dettes courantes. Je m'explique. Quand un fournisseur vous doit de l'argent, finalement, c'est de l'argent que vous n'allez pas sortir. Mais quand vous avez un cotisant ou un client à qui vous doit de l'argent, à ce moment-là, c'est le contraire. Le fonds de roulement, c'est la différence entre les deux. Donc, si vous faites la différence entre ce que vous devez à court terme et ce qu'on vous doit à court terme, c'est le fonds de roulement. Il y a des modèles économiques où le fonds de roulement est naturellement positif quand les clients vous payent en avance. Mais il y a des modèles économiques où vous pouvez être face à une augmentation des ressources, de plus en plus de gens qui vont finalement travailler vous allez travailler pour eux, et ça, il va falloir le financer. Donc voilà, et enfin, sur les secteurs d'activité, vous pouvez avoir certains secteurs d'activité, en ce moment, on a l'aide d'urgence, notamment avec une baisse des financements, où il existe des crises, ou alors d'autres secteurs où il y a des concurrences fortes. Et donc la vigilance, quand vous êtes dans ces secteurs, de savoir comment vous vous positionnez si vous n'avez pas des difficultés à venir. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Nathalie pour la suite des épisodes. Merci beaucoup, Jean-François. Effectivement, ça nous semblait important d'avoir un premier cadre de contexte pour effectivement expliquer qu'est-ce que ça veut dire être en difficulté, quels sont aussi les indicateurs à regarder dans les comptes de notre structure. Et on va du coup passer à je pense, la partie principale de ce webinaire. Du coup, c'est comment anticiper et réagir face aux difficultés. Du coup, je vois que pour le moment, il n'y a pas de questions. Du coup, je pense que sur cette partie, il y en aura pas mal. Je laisse donc effectivement la parole à Fanny pour donner des premières pistes d'action à mettre en place quand on est dans une situation de difficulté. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Jean-François en introduction, si on peut revenir à la slide précédente, Cécilia. Il y a effectivement quelques indicateurs qu'il faut toujours garder à l'esprit dans son pilotage quotidien de sa structure. Et le principal, c'est bien évidemment la trésorerie. Donc, analyser les variations de trésorerie d'un exercice sur l'autre, voire même au mois le mois, c'est le principal indice de survenance des difficultés. Donc, quand la trésorerie diminue, il faut réussir à comprendre pourquoi. Il faut réussir aussi à anticiper les décalages de trésorerie temporaires qui vont venir. Et ça, on le verra après sur l'analyse du BFR. Mais ça peut aussi être une impossibilité structurelle de faire face à ces engagements. Et là, on arrive dans des situations irrémédiables ou difficilement solutionnables. Mais le but, c'est d'anticiper avant pour ne pas en arriver là. L'autre indice, c'est effectivement la dégradation donc, du résultat d'exploitation d'un exercice sur l'autre avec deux facteurs, puisque le résultat d'exploitation, c'est une somme de ressources et de charges. Donc, la baisse irrémédiable de ressources, ça peut être la perte d'un financeur, ça peut être lié à un secteur concurrentiel tendu, ça peut être une baisse de cotisants quand on fonctionne sur des cotisations. Ça peut être des difficultés de réalisation de campagnes d'appel à la générosité du public si vous faites appel à des fonds de particuliers pour vous financer donc dans le cadre de dons. C'est vrai que ces campagnes, elles peuvent avoir un coût élevé et parfois, on n'arrive plus à les financer. Ça peut aussi être une hausse temporaire
ou récurrentes de charges. Et c'est dans le cas de la hausse récurrente qu'il faut réaligner sa stratégie. Donc là, en ce moment, on est face à un contexte inflationniste donc, qui entraîne des hausses de charges inéluctables sur les fluides, sur les travaux. Ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir anticiper dans son budget. On a eu la crise sanitaire qui forcément a impacté aussi les comptes des 2 dernières années. Ça peut être une hausse de la masse salariale qui peut être liée aussi à des évolutions réglementaires. Donc, on l'a vu sur certains secteurs, sur le médico-social, l'éducation. Il y a eu des hausses conventionnelles de masse salariale qu'il faut aussi pouvoir prévoir dans son budget. Et après, il peut y avoir une part d'exceptionnel, donc qui peut être liée à des provisions, à la survenance d'un risque qu'on peut anticiper, même si ça, c'est plus exceptionnel et c'est plus difficile à voir arriver. Un autre indicateur, ça peut être aussi des problèmes de gouvernance. Et souvent, qui dit problème de gouvernance, dit problème structurel plus profond de l'entité. Donc, ça peut être, donc quand on parle de gouvernance, c'est conseil d'administration, présidence, bureau, avec un désengagement, des conflits internes, des conflits d'intérêts, une mauvaise gestion, une désimplication, voire même de la malveillance. Donc, ces problèmes de gouvernance, forcément, tout le reste va en découler, puisqu'une mauvaise gouvernance, forcément, indique une mauvaise gestion de ses finances et de ses comptes. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre très au sérieux et à anticiper. Notamment sur les membres du conseil d'administration, c'est vrai qu'on peut voir des cas où certains administrateurs sont peu présents ou se désengagent complètement. Il faut savoir renouveler sa gouvernance pour réimpulser des initiatives. Et enfin, les secteurs d'activité, donc en crise ou en concurrence. Donc ça, c'est quelque chose qui est inhérent au secteur. Il y a un phénomène qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est dans le cadre des marchés publics. Il y a beaucoup de financeurs qui ont substitué des subventions par des appels à projets. Et donc ça nécessite aussi plus d'anticipation parce qu'un appel à projet, c'est beaucoup plus long à réaliser qu'une subvention qui est octroyée avec un bilan financier à la fin. Ça peut être des initiatives du secteur non lucratif reprises par le secteur marchand. Et dans ce cas-là, on a une mise en concurrence. On a un risque de fiscalisation de l'entité non lucrative. Et forcément, ça diminue un peu le champ des possibles sur le secteur sur lequel se situe l'association. Et enfin, on a surtout et beaucoup des difficultés de recrutement inhérentes à certains secteurs. Et là, je pense au social et au médico-social qui ont énormément de difficultés à trouver des salariés. Donc, c'est vrai que ces indicateurs à surveiller, il ne faut pas négliger le rôle de conseil que peut avoir un expert comptable ou le rôle d'alerte que peut avoir un commissaire aux comptes, puisque le rôle du commissaire aux comptes aussi, c'est de suivre ces indicateurs et d'alerter si jamais il y a des dégradations qui surviennent au cours de son audit. Sur les points de vigilance, donc c'est vrai qu'en introduction sur la trésorerie, il y a effectivement le fonds de roulement, mais il y a aussi le besoin en fonds de roulement. Et ça, c'est un indicateur clé à piloter pour pouvoir gérer sa trésorerie. Donc, qu'est-ce que le besoin en fonds de roulement? C'est le décalage des encaissements et des décaissements de vos créances et de vos dettes. Donc, ça peut être les dettes fournisseurs, les dettes sociales et fiscales. Et du côté des créances, ça peut être des subventions à recevoir, des clients qui doivent nous payer, et ainsi de suite. Donc, comment améliorer son besoin en fonds de roulement? C'est d'encaisser plus vite. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Donc, il y a des solutions bancaires donc, qui sont reprises sur les slides, donc avec plusieurs possibilités, mais à bien maîtriser puisque certaines sont très coûteuses. Donc, elles sont plutôt à prendre sur du court terme, donc notamment la facturage. En fait, on cède ses créances à la banque et la banque nous paye en contrepartie, mais il y a une commission qui peut être assez élevée qu'il faut pouvoir anticiper. Et surtout, sur le long terme, ça devient vraiment une solution très coûteuse. Il y a la possibilité de mobiliser des créances professionnelles, donc ce qu'on appelait le DAI antérieurement, qui peut être intéressant donc, dans le cadre d'un solde de subvention à recevoir.
on fournit sa convention, on fournit son rapport et la banque nous avance ce solde. Après, comme ça a été dit en introduction, il y a la possibilité de découvert, de facilité de caisse, mais qui sont aussi des solutions coûteuses sur le long terme avec des agios. Et donc, il y a des crédits par signature, caution bancaire. Donc, la banque délivre une avance de trésorerie garantie par caution. Alors, il y a un point qui a été évoqué en introduction sur les fonds dédiés. Donc, les fonds dédiés, effectivement, sont des quasi-fonds propres, mais c'est aussi un engagement de charges qu'on doit réaliser. Donc, il faut toujours veiller, en cas de fonds dédiés, à maintenir le niveau de trésorerie nécessaire pour pouvoir réaliser ces fonds dédiés. Et donc, pour faciliter ces encaissements, donc c'est vrai qu'il y a quand même certaines particularités liées au secteur non lucratif. Donc, faciliter ces encaissements, ça passe par un encaissement plus rapide de ces subventions. Et là, il y a quand même un point à noter important, c'est qu'il y a eu une loi qui est sortie en 2021 sur la facilité de trésorerie du secteur associatif. Et cette loi, elle dit à son article 2 que le délai de versement de la subvention est porté à 60 jours à compter de la notification de décision. Donc ça, c'est un point important pour aller chercher l'encaissement de sa subvention, c'est que maintenant, il y a un délai légal qui a été institué. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller solliciter son financeur pour obtenir le paiement de sa subvention. Les cotisations, donc, qui peuvent être un système de fonctionnement important au sein du secteur non lucratif. Donc là, il y a deux cas. La cotisation, elle est avec contrepartie ou la cotisation, elle est sans contrepartie. Et une cotisation avec contrepartie, ça vous donne un droit de recouvrement. Donc, vous pouvez aller chercher vos adhérents et leur demander de payer. Et généralement, une cotisation avec contrepartie, c'est quand il y a un service qui est délivré en face. Pour le mécénat, parrainage, c'est pareil. Il faut bien faire attention aux conventions qu'on signe dans le cadre de ces actions. Donc, mécénat, parrainage. Et là-dessus, vous avez des modèles types qui sont disponibles sur culture.gouv.fr qui présentent des différentes clauses relatives aux encaissements et aux délais de paiement de ces opérations. Et pour tout ce qui est dons, cotisations ou appel à la générosité du public, c'est privilégier les prélèvements automatiques plutôt que d'autres flux de trésorerie type monnaie, type chèque, type virement, des virements qui n'arrivent pas. Voilà. Donc ça peut être des solutions simples pour remobiliser de la trésorerie et pour mieux gérer son besoin en fonds de roulement. Après, il y avait une question sur la question de la lucrativité. Ça veut dire quoi aller chercher des nouvelles sources de financement? Concrètement, ça peut être louer ses locaux, sous-louer ses locaux. Ça peut être, on a vu des associations qui se mettaient à ouvrir un restaurant, notamment dans des associations qui sont dans le soutien social. Tout ça, ce que disait Fanny dans attention à la question de la lucrativité, c'est attention, si vous avez ces questions-là, vous allez chercher des nouvelles sources de financement, vous pouvez avoir de la fiscalité, vous pouvez avoir de l'impôt à payer, soit de la TVA, soit de l'impôt société. Donc, il faut être vigilant sur ce sujet-là. Donc, les points de vigilance quand vous êtes en difficulté, c'est la gestion des salaires, parce que là, vous avez un problème pénal si jamais vous ne payez pas la part salariale. Donc, si vous arrivez, la priorité, c'est de payer les salaires. Donc là, on commence à avoir des grandes difficultés. Premier point, attention aux salaires. Priorité, on paye les salaires. Si on ne peut pas payer les charges patronales, on ne les paie pas, mais on discute avec l'administration sociale. Et si on ne peut pas payer la part salariale, parce que vous savez, dans les charges sociales, il y a une partie qui est à destination des salariés et une partie qui est à la charge de l'employeur. Là, par contre, il faut être vigilant. Donc, en priorité, le salaire net et la part salariale. La part patronale peut être décalée et ensuite, on discute avec l'administration si on a du retard. En point 2, la question de la vision sur la dette. Donc là,
votre expert comptable, il est là pour ça, ou la personne en interne, ou des contacts externes, si vous bossez avec France Active ou autre, qui peuvent vous aider à faire le point sur la partie activité. Soyez vigilants à savoir quelle est votre dette et quels sont les remboursements à venir, notamment avec l'arrivée des PGE, puisque beaucoup d'entités commencent à être remboursées, donc ça peut grever votre trésor et vous emmener dans le rouge sans que vous le voyez venir. Donc, regardez bien les échéanciers. Faites un budget. Il n'y a pas besoin, vous pouvez avoir les grandes masses, le faire soit par année, soit au trimestre, soit au mois, selon on va dire, la complexité de votre trésorerie. Mais faites un budget, revoyez-le et ayez un tableau de bord de trésor. Et donc, le plan de trésor, c'est un outil qui est un outil souvent pas utilisé par beaucoup d'associations. Or, dès que vous commencez à sentir une difficulté de trésorerie à venir, c'est un outil à monter tout de suite. Passez un temps pour le faire. Voyez avec votre expert comptable pour le faire. Ce n'est pas quelque chose de très complexe, mais il faut le faire parce que c'est un outil nécessaire en cas de difficulté. Et ça permet aussi, avec un certain nombre de ratios, d'identifier les difficultés et de voir si vous avez un niveau de trésorerie qui va vous permettre de continuer votre activité. Dans le cash que vous avez sur votre compte bancaire, il y a toujours deux choses. Il y a votre trésorerie d'activité d'exploitation qui monte et qui descend. Les mois où vous avez eu beaucoup de dépenses et que vous n'avez pas eu vos subventions, ça va être très bas. Et puis, les mois où vous venez de recevoir la subvention, ça va être très haut. Ça, c'est la trésorerie d'exploitation. Et puis, il y a la trésorerie longue. Et en fait, vous pouvez des fois avoir un besoin de trésorerie d'exploitation et finalement, votre trésorerie longue, vous la perdez sans le voir venir. Et là, vous vous trouvez dans la difficulté de devoir soit utiliser votre trésor longue, soit ne plus avoir cette trésor longue pour financer l'exploitation. Et là, vous vous retrouvez dans un problème qui a été mentionné par l'avocat au départ, qui est la cessation des paiements, l'incapacité à payer le quotidien. Donc, voilà sur les points de vigilance à avoir. Merci beaucoup. Je suis désolée, je dois être un peu la maîtresse du temps. Il vous reste 1 ou 2 minutes, effectivement, pour réussir à répondre aussi aux différentes questions. Effectivement, le deuxième point qu'on voulait aborder avec vous, c'était quelles sont les actions à mettre en place du coup sur le court terme quand on commence à faire face à des difficultés de trésorerie. Les actions, on en a déjà parlé, donc je vais passer rapidement. Moi, si j'ai une chose à dire, c'est que lorsque vous êtes avec des tiers financeurs, rappelez-leur la loi, souvent ils ne la connaissent pas, et 60 jours de paiement de subvention à la date de notification, c'est quand même très rare. Donc là, vous avez vraiment de la trésorerie à récupérer sur ça pour la plupart des entités qui ont des tiers financeurs. Donc s'il y a un focus à faire, c'est celui-là. Et attention à la notification. Suivez bien en amont que votre subvention ou votre financement a été notifié. Puisqu'à la seconde où il est notifié, dans les 60 jours, il vous faut les sous. Donc, s'il y a un point, c'est celui-là. L'autre point, c'est l'autorisation de prêt entre assos. Quand il y a des fédés, quand il y a des associations et des groupes d'associations, vous pouvez vous prêter entre vous. Alors, c'est une loi qui est un peu compliquée parce que ça existait déjà avant. Maintenant, vous avez des règles. Regardez l'article 3, il est assez précis. Ça peut être un moyen de faire face à des difficultés ponctuelles. Voilà sur les pistes d'action. Merci beaucoup, Jean-François. Effectivement, il y avait quelques autres slides de présentation, mais Irène me dit qu'il y a pas mal de questions pour vous. Du coup, si ça vous va, répondre aux questions. On prend plutôt les questions et de toute façon, la présentation, elle va être transmise avec les annexes, etc. Mais voilà, ça nous semble important de laisser la parole aussi aux participants. Du coup, je laisse la parole à Irène et Marie pour faire remonter les questions. Effectivement, on avait la question de Violaine Chantrel qui nous demandait concernant la nouvelle loi sur le versement des subventions, qui est effectivement assez intéressante. Est-ce que ça veut dire que les financeurs n'ont plus le droit de verser la subvention sur justificatif, donc a posteriori, notamment parfois jusqu'à 1 an après la subvention? Est-ce que c'est bien le cas? Non, ils ont plus le droit. En fait, la loi, elle a rappelé à l'ordre le fait que les subventions devaient être versées dans les 60 jours.
S'ils sont en retard, ils sont en retard. Mais cette loi, elle sert pour le monde associatif pour rappeler aux financeurs leurs obligations. Donc, si jamais ils sont en retard, il faut juste leur rappeler qu'ils sont en retard. Mais ils ont toujours le droit de verser. Je ne sais pas si c'était ça le sens de Je crois que la question, c'était plutôt verser la subvention sur la base des justificatifs de dépenses de la structure. Donc, parfois, vous avez je pense par exemple au FSE, je ne sais pas si ça fait référence à ça, mais Oui. on demande des justificatifs, on doit les montrer avant d'obtenir la subvention, qui peut arriver jusqu'à 1 an après. Et la question concernait, je crois, plutôt cette dimension-là. Est-ce que ça retire ce droit-là de la part des... Non. Non, ça ne retire pas ce droit-là. On a toujours les deux mécanismes, l'autorisation, la préautorisation amont, si on est dans le cas du FSE, de la validation du programme. Et puis ensuite, on a la justification de ce programme et la confirmation. Mais là, on est dans des subventions européennes qui sont partiellement visées par cette loi. Mais pour répondre précisément, on reste dans l'obligation de fournir des justificatifs, même si il y a un délai de fourniture de justificatifs avec ce délai-là, ça n'enlève pas le droit à la subvention. Par contre, et pour le coup, c'est le cas du FSE sur un certain nombre de programmes, attention à la date maximale d'envoi des justificatifs, parce que vous pouvez vous faire effectivement avoir, mais là, on n'est pas dans un délai de 60 jours, on est plutôt dans un délai d'1 an. De la même manière, sur les subventions régionales, vous avez un délai d'engagement des fonds et de fourniture des justificatifs. Une fois que vous avez l'autorisation préalable, vous avez 1 an pour engager les fonds et fournir les justifs. Donc, attention à cette date limite qui est marquée dans vos contrats. Et pour rebondir sur ça, justement, on avait aimé NJPC, j'espère que je prononce bien, qui nous demandait quelles sont les conséquences, justement, quand le financeur ne verse pas dans ce délai des 60 jours la subvention. Qu'est-ce qui peut se passer? La conséquence, mais moi, je dirais qu'il faut être pratique. Quand vous avez une mauvaise volonté de paiement de votre tiers financeur, à un moment donné, vous êtes en droit de monter au créneau par une petite notification juridique. Et là, l'avocat est très bien placé pour mettre peut-être un peu la pression et faire un rappel à l'ordre de la loi. C'est ça la conséquence la plus pratique à mener. Après, la relation avec un tiers financeur est toujours, il y a un point de vigilance, puisque ça reste quand même votre financeur. Mais c'est bien lui qui doit respecter la loi là, et il a 60 jours pour vous payer ce qu'il vous doit. Et c'est important de le lui rappeler. Et peut-être il y a un point intéressant aussi sur les subventions qui a été induit toujours par cette loi du 1er juillet, c'est que maintenant, on a la possibilité de conserver un éventuel excédent sur les dépenses de la subvention, à condition que ce soit prévu dans la convention. Donc, avant, ce n'était pas possible. Avant, il fallait pouvoir justifier de 100% des dépenses engagés dans le cadre de la subvention. Maintenant, on peut éventuellement conserver un reliquat. Merci beaucoup. Je prends juste une dernière question. On a bien noté toutes les questions et on va les poser aussi. On avait la question d'Émilie Sionest qui nous demandait est-ce qu'il y a des financeurs publics qui versent des subventions pour couvrir le besoin en fonds de roulement, le BFR? Ah, on aimerait bien. On aimerait bien. Non, aujourd'hui, les subventions publiques fonctionnent plutôt par avance de trésorerie sur ces éléments-là, et c'est toute la problématique des fonds propres. C'est-à-dire que l'important pour une association, c'est d'arriver à avoir une autonomie face à ce financeur et donc à financer ce fonds de roulement. Lorsqu'il y a une difficulté de financement de fonds de roulement, vous avez 3 solutions possibles. Soit vous arrivez à trouver d'autres sources, donc sur non pas de la subvention publique, solution 1. Solution 2, vous allez voir votre tiers financeur et vous lui demandez une avance sur la subvention. Solution 3, vous allez voir votre banque qui peut, elle, fournir des solutions pour financer le fonds de roulement.
Et solution 4, vous faites évoluer le modèle économique, c'est-à-dire que plutôt que d'appeler les cotisations en septembre, vous les appelez en avance, ou vous demandez des acomptes, ou voilà, vous changez la manière dont vous communiquez avec vos cotisants pour justement résoudre ce problème de financement. Mais la réponse est non. À ma connaissance, très très peu de financeurs permettent le financement du fonds de roulement. Merci beaucoup pour les réponses. J'ai une dernière question et puis après, je pense qu'on va passer aux interventions suivantes. C'était de Stéphanie Hurel qui nous demandait: la plupart des financeurs publics prévoient dans les conventions la notification, le règlement de plusieurs annonces. Et du coup, est-ce que c'est en contradiction avec la loi dont vous parliez juste avant, ou est-ce que ça reste toujours possible de fonctionner comme ça? Non, c'est toujours possible. La loi, elle vise surtout les financements, notamment, moi j'ai en tête les financements mairies, où les mairies ont structurellement une difficulté par rapport à leurs conseils municipaux, où en fait on a la notification ne serait-ce que d'un acompte, où on a bien eu la validation du dossier et puis on a 120 jours entre la notification parce qu'il y a le conseil municipal qui doit entériner la sortie de trésorerie, parce qu'il y a le trésorier payeur, parce que ceci, parce que cela. Il n'empêche que la convention de subvention peut tout à fait prévoir des acomptes et la loi ne remet pas en cause cette possibilité-là. Il faut bien distinguer convention de subvention et notification. C'est deux choses différentes. Et c'est la notification qui oblige au délai des 60 jours. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pense qu'on a traité les différentes questions qui étaient posées dans le chat, mais s'il y en a d'autres, on aura un temps à la fin du webinaire et on pourra faire éventuellement remonter les questions à Fanny et Jean-François qui vont devoir nous quitter un peu plus tôt. Effectivement. Merci. C'est moi qui vous quitte, mais du coup, Fanny reste. Super. On garde Fanny. Moi, je vous quitte à 11h, moi. Effectivement, l'expert comptable est le premier acteur qui peut vous aider face aux premières difficultés de trésorerie. Cependant, il est tout à fait aussi possible aussi avoir des acteurs de l'accompagnement et du financement qui vous accompagnent et vous aident à solliciter du coup des outils financiers pour résoudre ces problèmes de trésorerie. C'est pour ça, du coup, qu'on a proposé au groupement de prévention agréé d'Île-de-France de prendre la parole, effectivement, pour présenter son rôle d'acteur de l'accompagnement pour appuyer les structures en difficulté. Et je laisse donc la parole à Maya et Laurence. Bonjour, bonjour à tous. Je vais démarrer. Je me présente rapidement. Donc, Laurence Zebus-Jones. Je suis directrice associée chez Impact Partner. Impact Partner étant une société de gestion, on parlait des apports en fonds propres. Nous investissons dans des entreprises qui sont en croissance et qui ont vocation à avoir un développement avec un fort impact social au niveau européen. Donc là, on est dans de l'apport en fonds propres, essentiellement pour les sociétés, sur des tickets moyens de 5 millions d'euros. Mais on a également lancé un fonds qui s'appelle le fonds rebond, qui est plutôt dédié au commerce, implanté dans les territoires fragiles et qui peut intervenir sur des problématiques de prêts de trésorerie à partir de 20 000 euros jusqu'à 500 000 euros, et à partir du moment où il y a une activité commerciale. Donc, effectivement, il y a quelques solutions, mais finalement assez rares pour les entreprises, les petites entreprises de moins de 50 salariés en termes d'apport de cash. Donc, c'est pas forcément très évident à mobiliser. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le groupement de prévention agréé qu'on a monté il y a très peu de temps. En fait, c'est un dispositif qui avait été initié en 2020, qui a été un peu réactualisé en 2021
suite aux problématiques Covid. Donc, c'est un dispositif qui relève d'un article de loi, le D611-1, qui a l'avantage du coup de faciliter le dialogue avec l'ensemble des acteurs de la prévention. C'est un agrément de la préfecture Île-de-France, ce qui veut dire qu'on a comme membre de droit l'État et l'ensemble des activités en direction des entreprises en difficulté est assez encadré. Donc, c'est très important d'avoir un accompagnement encadré dans le cadre d'entreprises d'entrepreneurs qui sont fragilisés. Donc, celui d'Île-de-France a été créé en novembre 2022. Nous sommes en cours de déploiement avec la création d'antennes dans tous les départements. Donc, comme je le disais, c'est une association loi 1901 avec un agrément de la préfecture Île-de-France et qui a été créée par des personnes qualifiés, des chefs d'entreprise, des avocats du restructuring, des anciens juges de tribunaux de commerce et de membres de la CPME Île-de-France, d'une association de bénévoles qui s'appelle EG et d'Impact Partenaire, parce qu'on est convaincu que, voilà, comme il a été dit, les phases de difficulté sont quand même inhérentes à la vie d'une entreprise. Donc, on finance la croissance, mais on souhaite mettre notre écosystème en soutien des entreprises en difficulté. Donc, en fait, le GPA complète un trou dans la raquette qui est le dispositif de soutien pour les entreprises de moins de 50 salariés, très, très concrètement. Donc, il s'adresse à tout type d'entreprise, sous statut associatif, coopératif, évidemment société, à tous les stades de développement, ça c'est important. Alors évidemment, sur des entreprises déjà en difficulté, on accompagne aujourd'hui des entreprises qui sont en redressement judiciaire, mais c'est quand même un peu tardif. Les marges de manœuvre d'intervention sont extrêmement limitées, mais c'est vrai qu'il peut, sur des entreprises en redressement judiciaire, avoir des sujets de relations, de discussion avec le mandataire. Donc, le GPA est là pour faciliter ce dialogue ou le suivi et la mise en place du plan. Idéalement, c'est de pouvoir intervenir auprès des entreprises qui sont en questionnement, qui sont dans cette logique qui a été évoquée d'anticipation. Et c'est là, évidemment, où on peut au mieux actionner l'ensemble des leviers nécessaires, mais également des entreprises qui peuvent ont connu des phases de croissance et qui ont des sujets de pivot, de tournant stratégique. Donc, globalement, le GPA, c'est pour tous les chefs d'entreprise et les dirigeants d'associations qui s'interrogent et qui sentent bien que le contexte actuel fait qu'un certain nombre de signaux sont au rouge pour la plupart quand même des entreprises. Alors, comment cette association fonctionne? Donc, ça a un rôle d'être la première étape dans le cadre du dispositif de prévention. D'abord, c'est un appui à la sensibilisation et à pouvoir actionner les principaux outils. Alors, c'est vrai qu'en matière de prévention, finalement, il y a énormément d'acteurs et ce n'est pas forcément simple pour un entrepreneur de s'y retrouver. Donc, l'intérêt du GPA, c'est qu'il travaille étroitement avec les services de l'État et peut faciliter là aussi le dialogue avec les administrations et en tout cas savoir à quelle porte frapper en priorité. Évidemment, tout l'enjeu, c'est d'éviter la cessation de paiement quand l'entreprise est viable, hein, on l'évoquait. Et du coup de favoriser l'information et l'orientation vers les procédures amiables. Donc, au moment du lancement, systématiquement, l'ensemble des organes de la procédure sont informés de l'existence du GPA et peu à peu, on est en train de travailler étroitement. Si on prend par exemple le département de la Seine-Saint-Denis, c'est vrai que l'ensemble des juges du tribunal de commerce, des administrateurs et mandateurs sont au courant de ce nouveau dispositif.
au-delà de la problématique judiciaire, c'est vrai que l'enjeu, c'est de pouvoir accompagner sur le plan économique et financier. Et là, le GPA mobilise du coup gratuitement l'ensemble de son réseau d'experts ou de personnes ressources. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est un dispositif de prévention hors tribunal et et justement qui est là pour pallier la crainte très souvent des entrepreneurs d'aller au tribunal. Donc, c'est voilà, la première porte sur laquelle les différents, tout entrepreneur peut s'appuyer. Je vais peut-être avant de rentrer dans la démarche, je voudrais quand même aussi signaler qu'il y a cette logique d'ensemblier par rapport à différents dispositifs, et notamment lié au GPA, est une autre association qui s'appelle l'APESA, et qui est une association qui permet d'avoir un soutien psychologique aux entrepreneurs, là pour le coup, très, très fragilisés sur le plan également personnel, et qui offre 5 séances d'appui par un psychologue qui est habitué à gérer les difficultés liées à l'entrepreneuriat. Donc, 5 séances financées gratuitement de soutien psychologique. Donc là aussi, pour les responsables d'associations ou de réseaux, je pense que c'est très important de pouvoir vous former à repérer les signes de fragilité psychologique. Donc là, sur cet aspect-là, n'hésitez pas à me contacter et à devenir sentinelle pour être en mesure d'orienter au mieux et de repérer les personnes fragilisées. Alors, sur la partie GPA qui est sur la peut-être juste oui, non, par contre, la suivante, merci. Donc, sur la démarche, c'est gratuit pour l'ensemble des bénéficiaires. Les bénévoles cotisent, il y a une adhésion qui permet aussi d'assurer leur engagement donc pour les personnes ressources. Alors, évidemment, le principe, on est sur des sujets assez sensibles, c'est l'écoute et la confidentialité. Je pense qu'un des points aussi importants, c'est dans le mode de fonctionnement, c'est la capacité à réagir vite, à aider à préparer les documents utiles. On a certains de nos partenaires, que ce soit la médiation du crédit, les URSSAF, qui ont beaucoup de demandes, et en même temps, un entrepreneur qui vient sans avoir correctement préparé son dossier, malheureusement, il a peu de chance à ce que ces demandes et ces démarches aboutissent. Donc voilà, là aussi, c'est une aide très concrète pour faire en sorte que l'ensemble des outils soient correctement mobilisés. Donc, être proactif, ça rend proactif, ça aide à être proactif. Donc, ça, c'est aussi un élément très important de l'anticipation. Donc, sur l'accompagnement, c'est assez simple. Il y a un premier accueil qui est réalisé par Amaya, qui va intervenir dans la foulée. C'est d'abord évidemment l'analyse du besoin, des problèmes rencontrés, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de l'entreprise, de l'association, ou évidemment personnel, avec une petite analyse de l'historique sur ces 3 dernières années. C'est ensuite bien comprendre les solutions qui ont déjà été activées par l'entrepreneur, et de faire l'analyse des actions qui ont pu être mises en œuvre. Évidemment, il y a toute l'approche, je ne reviens pas dessus, économique et financière, parce que c'est vrai que très souvent, si l'expert comptable est indispensable, on a vu aussi que dans le cas d'entreprises en difficulté, il pouvait ne pas être présent. Donc, ça, c'est ce qui bloque vraiment un grand nombre de démarches. Donc, il y a cette analyse de la situation et des relations avec les créanciers. On a été souvent sollicité pour appuyer des démarches de renégociation, par exemple, de bail, de discussion vraiment de premier niveau avec s'assurer aussi que les
les plans de rééchelonnement, par exemple, puissent être honorés. Donc, ça aussi, c'est très, très important dans la suite des relations avec les créanciers. Donc, voilà. Donc, ça, il y a la mise en place d'un plan d'action, la formalisation et surtout le suivi de ce plan d'action sur une durée d'1 an. Avec l'ensemble des actions correctives et évidemment, quand nécessaire, de faire ce lien avec les professionnels du secteur et l'ensemble des organes de la procédure. Donc ça, c'est la partie accompagnement. Et l'autre partie, je l'ai un petit peu évoqué, c'est effectivement ce travail d'intermédiation, s'assurer que le dirigeant frappe à la bonne porte avec les bons documents et avec les bonnes positions en termes d'action corrective. Alors, juste sur la dernière slide, très rapidement, c'est important que vous puissiez identifier Amaya. Oui, bonjour, merci Laurence. Je suis Amaya Masson, je vais faire très rapidement. Je suis en fait la porte d'entrée du GPA sur toutes les questions, qu'elles soient pour les bénéficiaires ou si vous avez besoin de plus d'informations pour diffuser l'information à vos adhérents ou en tout cas aux structures que vous rencontrez qui ont besoin d'aide. On est également en recherche de bénévoles qui ont des compétences dans la gestion d'entreprises, des compétences juridiques ou dans les chiffres, qui ont un peu de temps à accorder à cette mission. Donc, n'hésitez pas à me contacter et voilà, et à diffuser l'information auprès des structures qui en auraient besoin. Et merci pour votre écoute. Merci beaucoup Amaya et Laurence. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Moi, juste avant de laisser la parole à Irène, pendant qu'on calait ce webinaire, vous aviez parlé aussi effectivement du partenariat avec la région pour une forme de aide sur le chèque prévention, si je ne me trompe pas. Je pense que ça peut être intéressant peut-être d'y toucher un mot rapidement. Oui, c'est vrai que la région, mais à la rigueur, je préférerais que ce soit la région qui l'annonce dès que ça sera mis en place. Mais ce qui est vraiment important, c'est que la mission de sauvegarde de la région va pouvoir va soutenir via le chèque de prévention une partie des coûts de la procédure. Donc, je pense que ce sera en fonction de l'assiette sur un montant maximum de 3 000 €, parce que c'est vrai, Cécilia, vous avez raison, c'est que ça coûte cher. Finalement, quand on est en difficulté, tout est plus cher en réalité. Et c'est vrai que la région, je crois que c'est cette semaine… ça a été voté. Ça a été voté, voilà, qui a mis en place donc cette subvention qui va vous permettre d'alléger les coûts de la procédure. Et c'est vrai que dès que les modalités d'application seront bien définies, ça vaudra la peine de faire, enfin, on fera passer l'ensemble des informations. Donc là aussi, le rôle du GPA, c'est de faciliter l'accès à ces aides. Merci beaucoup. Je laisse donc la parole à Marie et Irène pour quelques questions dans le chat. On a une question de Annette Duriffer à propos du fonds de rebond. Et donc, elle demande, Anna, si les associations sont éligibles à ce fonds de rebond et qui le porte. Voilà. Alors, c'est un de nos fonds d'investissement. Donc, c'est porté par Impact Partner, une société de gestion, ça gère plusieurs fonds d'investissement, chaque fonds ayant une stratégie propre. Donc, c'est pour ça que c'est très important, d'ailleurs, quand vous allez chercher des fonds propres, de bien regarder quelle est la stratégie d'investissement sur tel fonds. Donc, c'est un fonds porté par Impact Partner et qui est réservé essentiellement aux entreprises. Donc, on ne peut pas intervenir auprès des associations et des sociétés coopératives. Merci beaucoup Laurence et Amaya. Effectivement, le GPA peut intervenir en tant qu'acteur de l'accompagnement pour aider et appuyer les structures dans leur phase de difficulté.
Et du coup, cet acteur, ça nous semblait intéressant de le faire intervenir du coup avec France Active Métropole, du coup acteur historique du financement des structures de l'économie sociale et solidaire et qui dispose du coup d'outils de financement qui peuvent être sollicités du coup en cas de difficulté de trésorerie. Je laisse donc la parole à Charles. Je ne sais pas si tu veux partager ton écran, tu peux tout à fait. Et on a. Ouais, pardon. Alors, oui, désolé, j'ai pas prévu de slide. Enfin, j'étais en forum toute la journée hier, donc j'ai pas eu accès à mes mails. Euh, et puis les documents internes, on peut difficilement les partager. Donc voilà, j'aurai pas de slide à vous présenter. Je suis désolé. Alors, pour me présenter rapidement, donc je suis chargé de financement de l'économie sociale et solidaire chez France Active Métropole sur le département du 92. Alors, France Active est quand même un réseau national hein, pour présenter rapidement le réseau qui est présent dans chaque département de France. Donc, les outils qui sont disponibles dans le 92 sont également disponibles dans les autres départements. Alors, comme il a été mentionné à plusieurs reprises durant ce webinaire, l'anticipation est primordiale parce que demander du financement prend toujours plus de temps que ce qu'on pense. Donc, il faut vraiment anticiper. Je ne vais pas revenir sur les outils pour anticiper, mais voilà, un plan de trésorerie est quand même important, etc. Donc, vraiment l'anticipation, la réaction, ensuite, comment réagir. Donc, prévenir sa banque partenaire pour voir les solutions, hein, comme on en a déjà parlé précédemment, les solutions qui sont à disposition de la structure et comment anticiper ce problème de trésorerie. Alors, nous, chez France Active, on a plusieurs outils. On finance le BFR, donc vraiment les problèmes de trésorerie, on peut accompagner. On a des outils pour ça. On a des outils à destination à la fois des associations et à la fois pour n'importe quelle structure sur un financement plus important. Pour préciser, on a le contrat d'apport associatif qui est un prêt à taux zéro à destination, comme son nom l'indique, des associations, qui va jusqu'à 30 000 euros. On demande un cofinancement bancaire à partir ou de subventions d'investissement à partir de 15 000 euros. Donc ça, c'est un outil vraiment intéressant à destination des associations qui peuvent avoir du mal à, à, à avoir un prêt auprès des banques, surtout quand c'est une situation difficile de trésorerie. Les banques sont généralement frileuses pour le BFR et d'autant plus au niveau des associations. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment intéressant. Et sinon, on a un outil qui est plus général, on va dire, qui s'applique à n'importe quelle structure de l'ESS. Je le répète, ces outils financiers sont vraiment à destination des structures de l'ESS, entreprises, associations, coopératives ou mutuelles, hein, peu importe, mais vraiment à destination des structures de l'ESS. Donc le prêt participatif, c'est un prêt à 2%. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a un micro allumé, je crois. Alors, donc, le prêt participatif est un prêt à 2%. Lui, pour le coup, il n'a pas vraiment de limite. Concernant le prêt, on peut aller jusqu'à 100 000, 200 000 euros en régional et voire plus en comité national. Alors, plus les montants sont élevés et plus l'analyse est précise et du coup prend du temps. Je le rappelle, demander du financement prend toujours du temps. Donc, il faut vraiment anticiper. Et voilà, donc ce prêt participatif, lui, pour le coup, est obligatoire d'avoir un cofinancement pour ce prêt et à hauteur du montant
octroyés par France Active Métropole. Donc, si le prêt participatif est de 100 000 euros, il faut un cofinancement à hauteur de 100 000 euros minimum. Donc, voilà pour les outils financiers. Et on a également des garanties sur les prêts bancaires à hauteur environ de 50% du montant du prêt bancaire. Donc, pareil, ça, c'est un outil assez intéressant pour limiter le risque auprès des banques. Donc, ça, c'est pour les outils financiers. Mais France Active Métropole et sur le 92, on porte le DLA. Alors, pour le coup, le DLA n'est pas porté par France Active sur tous les territoires, mais sur le 92, c'est nous qui le portons. Donc, le DLA, qu'est-ce que c'est? C'est le dispositif local d'accompagnement qui est à destination toujours des structures de l'économie sociale et solidaire. Et donc là, il y a un diagnostic qui est fait de la structure, de ses difficultés et un état des lieux est du coup posé et un expert dédié, donc en fonction des difficultés qui sont ressorties via ce diagnostic, un expert est dédié à la structure pour une durée de 4 à 6 jours qui est étalée sur plusieurs semaines pour redresser la situation de la structure. Donc, les outils peuvent être cumulés, les outils financiers et le DLA peuvent être cumulés. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour les structures d'avoir un accompagnement d'une part et d'un accompagnement financier d'une autre part pour sortir un peu la tête de l'eau dans ces situations compliquées. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des outils. Je suis allé peut-être un peu rapidement, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Charles. Juste effectivement, le DLA, c'est un dispositif qui est effectivement également comporté en Ile-de-France par la CRES de France et France Active de France. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, on pourrait y répondre. Et c'est un outil dont on se sert plutôt sur la prévention des faits. En général, le DLA n'intervient pas, c'est trop tard. Donc, pour un peu assainir la situation en amont, n'hésitez pas à le solliciter. On vous a mis le lien et il est possible d'accéder à une carte sur ce lien avec tous les différents intervenants, porteurs du DLA, qui sont des associations effectivement variées et pas toutes portées par France Active. On avait une question pour toi, Charles, de la part de Sam Delahaye, de main-d'œuvre, qui nous demandait est-ce que ce contrat d'apport associatif est ouvert aux associations qui sont déjà en redressement judiciaire? Alors oui, ce contrat d'apport n'a pas de pardon, on peut l'utiliser en cas de liquidation. Il faut juste en fait s'assurer que c'est une situation qui est ponctuelle et voilà que grâce à ce CAA, on sortira de cette situation. Ce n'est pas non plus un prêt comme ça qui est légué les yeux fermés. Mais voilà, le principe de cet outil, c'est vraiment d'accompagner les structures. Même si la trésorerie peut être négative, on peut quand même utiliser ce prêt pour soutenir une association. Alors, bien sûr, chaque cas est particulier. C'est pour ça que l'analyse financière est très importante à faire et que, encore une fois, plus on anticipe, plus on peut analyser correctement la situation financière de la structure et que le déblocage des fonds se fasse dans un temps suffisamment court pour que la structure, que ce soit utile à la structure et pas que la situation se dégrade trop pour la structure et du coup, le décaissement ne sert plus vraiment. Merci beaucoup, Charles. J'avais une question, moi, de mon côté. Tu disais effectivement que demander ce type de financement peut prendre un peu de temps. On a eu des structures qui nous sollicitaient, du coup, nous, à la CRES, peut-être effectivement un petit peu à la dernière minute. Environ, chez France Active Métropole, combien de temps c'est l'idéal de se prendre à l'avance et de commencer, du coup, à voir s'il y a d'anticiper, du coup, pour rebondir sur le message un peu phare de ce webinaire.
Bien sûr. Alors, en fait, ça va dépendre de l'outil financier mis à disposition. Pour un contrat d'apport associatif, on a un passage pour la validation en comité local. Donc, c'est beaucoup plus flexible que pour le prêt participatif, où là, on passe en comité régional. Donc, sur le contrat d'apport associatif, le CAA, euh, en, on va dire, en un mois et demi, on va dire, il peut y avoir un décaissement. Mais c'est vraiment si on met les bouchées doubles que les euh, documents financiers, parce que bien sûr, on demande des documents financiers, donc les comptes passés, et un budget prévisionnel sur 3 ans, un plan de financement sur 3 ans et un plan de trésorerie sur 12 mois. Donc, évidemment, il faut que la structure soit en capacité de nous fournir ces documents au plus vite pour qu'on puisse monter le dossier, enfin, que je puisse monter le dossier. Donc voilà. Mais je vais prendre un. Charles, tu as coupé ton micro. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Oui, donc pour vous donner un exemple, sans vous mentionner le nom de la structure, j'ai eu 2 demandes de financement pour des associations à la fin de l'année 2022. Donc, j'ai été contacté le 6 décembre et on a réussi à faire un décaissement avant la fin du mois. Mais voilà, c'est parce que la situation financière de la structure était très délicate. Et là, voilà, on a fait le maximum pour décaisser au plus vite pour que la structure puisse payer les salaires et euh, pour commencer 2023 plus sereinement. Mais voilà, là, c'est vraiment un cas particulier. En un mois, ça a été fait. Mais voilà, généralement, sur un CA, on va demander plus un mois et demi, 2 mois pour être plus large, sachant que le décaissement peut prendre aussi un peu de temps, surtout si on a un cofinancement bancaire, parce qu'il faut le contrat bancaire également, etc. Donc, en fait, plus le montant est important, donc si on dépasse les 15 000 euros sur le CA et du coup qu'on a un cofinancement, voilà, il faut anticiper au mieux. Ensuite, pour le prêt participatif, comme c'est un passage en comité régional, les places sont chères et sur le comité régional, il y a 2 comités par mois avec 4 places par comité. Donc, autant vous dire que ça peut être très compliqué. Donc là, généralement, sur un prêt participatif, l'idéal, c'est d'avoir 3 mois devant soi pour être tranquille. Après, évidemment, s'il y a une situation particulière, on peut faire une demande auprès du comité régional pour passer en priorité. Mais voilà, dites-vous que s'il y a plusieurs structures dans ce cas-là sur le même passage, ça risque d'être compliqué. Donc voilà un peu pour les délais. Je ne sais pas si… et voilà, donc ça, c'est les délais pour un passage en comité. Et après, il faut s'attendre à avoir environ un mois et demi avant le décaissement. Et pareil, quand il y a un cofinancement, donc le prêt participatif, c'est toujours en cofinancement. Donc, ça prend du temps parce qu'il faut le contrat bancaire également. Donc, généralement, il faut monter ces dossiers en parallèle pour être sûr de ne pas avoir un retard sur l'un des financements. Merci beaucoup, Charles, pour ces précisions. De mon côté, je ne vois pas qu'il y a d'autres questions pour toi. Peut-être il y en aura à la fin du webinaire. Merci beaucoup. Oui, Alors, du coup, s'il n'y a pas de questions, je voulais juste faire une précision bien sûr. sur les amortissements, les tableaux d'amortissement de ces 2 prêts. Le CAA se rembourse par annuité, donc c'est tous les ans. Donc pareil, il faut anticiper pour la structure que c'est une sortie annuelle et pas mensuelle, donc plus étalée. C'est pour ça, d'où l'importance d'avoir un plan de trésorerie pour anticiper ces sorties. Le prêt participatif, c'est trimestriel. Donc voilà, c'est plus facile à amortir, mais ça reste quand même des montants qui sont relativement
élevé. Et nous avons aussi une possibilité de mettre en place des différés pour ces 2 outils allant jusqu'à 24 mois. Donc voilà pour compléter. Merci beaucoup, Charles, pour ces compléments. Effectivement, France Active et GPA sont des vrais acteurs qui peuvent vous accompagner et vous aider dans des situations de difficulté. Cependant, aussi, le rôle de l'avocat n'est pas négligeable dans des situations de difficulté. Et au contraire, on a peut-être des idées reçues sur le rôle de l'avocat qui arrive un peu à un dernier secours pour accompagner la structure à la fin de la vie. Au contraire, on peut aussi solliciter un ou une avocate pour justement nous aider à redresser la barre. Et du coup, c'est pour ça que je laisse la parole à Alexandre, avocat au barreau de Paris, pour nous présenter le rôle que l'avocat peut avoir dans des situations de difficulté. Oui, merci. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans tout ce qui vous a été expliqué jusqu'à présent, c'est que aider une entreprise en difficulté, restructurer une entreprise, puisqu'on parle bien de restructuration, si elle ne va pas bien, c'est qu'il y a des choses à changer, c'est un travail d'équipe. Ça ne se fait pas seul et ce n'est pas un seul acteur qui va aider l'entreprise, l'association, le groupement à trouver les solutions. On a un petit peu entendu parler de cela avec l'intervention qui est effectivement très intéressante du GPA. Il dit, voilà, il faut un peu un chef d'orchestre, il faut quelqu'un qui aide à faire du lien. Voilà. Et alors, il n'y a pas forcément d'ailleurs qu'un seul chef d'orchestre, mais en tout cas, une restructuration, c'est beaucoup de contacts. Il faut un bon expert comptable qui sache accompagner les entreprises en difficulté. L'expert comptable traditionnel n'est pas toujours, et je laisserai éventuellement les intéressés répondre, la personne idoine. Souvent, on peut avoir un expert comptable, on va dire très traditionnel, qui n'est pas celui qui peut intervenir dans le cadre de la restructuration, parce que cela nécessite une réactivité, ça vient d'être dit pour les financements, ou également des techniques que l'expert comptable traditionnel ne va pas avoir. C'est pour ça que, c'est ce qu'on a eu à l'instant, voilà, il y a des experts comptables dédiés par filière, très spécialisés, qui peuvent aller beaucoup plus vite. Et c'est le rôle de gens comme le GPA, comme le CIP, comme effectivement d'autres organismes, de trouver le bon interlocuteur par rapport à la bonne problématique. C'est exactement pareil pour notre petit monde des avocats. Les avocats, effectivement, c'est vu comme la personne qui va déjà coûter cher, on va le dire, hein, et puis ensuite donner des conseils un peu péremptoires, et puis ou du coup aller au tribunal et puis quitter ma boîte. Non, c'est pas exactement ça. Et surtout dans notre milieu, si on est en difficulté, généralement, ce qu'on va voir dans la plupart des cas, c'est qu'on nous doit de l'argent ou que l'argent a été mal géré. Donc l'avocat, il intervient effectivement aux côtés des gens du chiffre pour aller récupérer l'argent. Parce que le dirigeant de l'entreprise, ce n'est pas son travail. Chacun son boulot. Moi, je sais aller récupérer de l'argent quand ce n'est pas facile. Là où, effectivement, le dirigeant, il va savoir gérer les équipes qui vont déjà être dans des situations souvent, on n'en a pas beaucoup parlé, l'aspect social du rôle de la restructuration d'entreprise. Il va devoir être un peu au four au moulin, et il faut qu'il délègue. Donc ça, je voulais le dire en préambule et que ce soit bien compris. On n'est pas là pour prendre la place du dirigeant, on est là pour aider, assister, mettre en place des actions juridiques et judiciaires. Alors oui, c'est un bien grand mot, mais en même temps, il faut bien voir que quand on vous doit de l'argent, on commet une faute si on ne vous paye pas. Cette faute, eh bien, elle peut être reconnue par un juge et le juge, il peut effectivement forcer quelqu'un à vous payer. Alors, effectivement, quand j'ai entendu parler tout à l'heure des tiers financeurs, bien évidemment, on ne va pas aller faire des actions à tout crin contre les gens qui vous nourrissent. Ce n'est pas le but. Mais par contre, parfois, un petit coup de pression est utile. Et ça, nous, on sait écrire des lettres. Alors, ce n'est pas nous qui allons forcément les envoyer, c'est vous qui allez les envoyer. Mais on les aura écrits avec la bonne forme, le rappel du bon contrat. Et ça n'a effectivement
ça n'a pas de prix parce que ça permet de débloquer des situations. Ça, c'était ce préambule sur la mission de l'avocat dans la restructuration très en amont, avant justement que ça aille vraiment très mal, pour se mettre dans la situation où on évite les problèmes. Après, si le constat de l'expert comptable est relativement mauvais ou qu'on a des blocages, qu'on n'arrive pas avec peut-être l'aide de ses mentors ou accompagnateurs, l'aide gratuite qui peut être fournie par le GPA, j'ai bien entendu parler de gratuité. Attention là encore, tout n'est pas gratuit et ce serait faux de passer un message qui serait de croire que restructurer une entreprise, c'est gratuit. Ce n'est pas vrai. Les services de tous ces professionnels, tous, experts comptables, avocats, conseillers financiers, sont payants. La banque aussi se fait payer par le biais des commissions. Il faut bien en avoir conscience de tout cela. Peut-être qu'effectivement, il y a du conseil gratuit qui est donné, et c'est tout à fait légitime, tout à fait bien, mais derrière, on vous oriente vers des professionnels dont le travail, c'est de vous accompagner, c'est normal de les payer. Et ça, c'est un message très important et très fort, parce que sinon, effectivement, on a une fausse idée de ce que c'est que la restructuration d'entreprise. Ça a été parfaitement rappelé, il y a des aides qui vont être mises en place pour payer en partie certains services. La GSC, qui est l'assurance des dirigeants, alors on trouve ça plutôt pour les entreprises privées, mais ça, je crois qu'il y a un point associatif aussi, dans certains cas, permet par le biais d'une souscription d'assurer la prise en charge des coûts, de certains coûts, notamment de ce qu'on va parler, c'est-à-dire les coûts de la prévention, de la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur. Donc ça, sachez-le, il y a quelques aides, mais ne rêvons pas. L'entreprise, l'association doit assumer la majorité des coûts et c'est pour ça qu'il faut anticiper. Je le répète encore. Donc, effectivement, si on est face à une situation de blocage, il y a deux étapes. Soit on est en cessation des paiements, c'est-à-dire que ça ne va vraiment pas bien, on ne peut plus payer ses dettes et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. Je parlerai juste après. Des procédures assez efficaces, mais qui ont comme contrepartie d'avoir un impact sur le marché puisqu'elles sont publiques. En face de ça, nous avons ce qu'on appelle la prévention, méthode très utilisée aujourd'hui par les entreprises d'une certaine taille ou qui ont la chance d'être informées d'ailleurs. La prévention, c'est deux typologies d'actions assez identiques en fait. C'est la désignation par le président du tribunal de commerce qu'on va voir accompagné de son avocat et de son expert comptable, pour faire désigner un professionnel de l'accompagnement des entreprises en difficulté qui va, aux côtés du dirigeant et non pas à sa place, de façon confidentielle, aider le dirigeant à bâtir une solution de restructuration, à discuter avec des créanciers bancaires qui posent problème ou autres, régler un conflit avec un client ou un partenaire, et ainsi de suite. Ces mandataires ad hoc, ou on verra après conciliateurs, la même chose, sont désignés donc par le président du tribunal de commerce et ce sont souvent ce qu'on appelle des administrateurs judiciaires, des gens qui sont professionnels de la restructuration d'entreprise ou des personnes très expérimentées. On a maintenant des mandataires ad hoc qui ne sont pas administrateurs judiciaires. Il y a des gens très bien qui font ce métier d'accompagnement des entreprises et associations. Donc, bien comprendre comment ça fonctionne. Le président du tribunal de commerce, effectivement, désigne un mandataire qui va venir dans l'entreprise, comprendre la problématique et essayer d'aider à la négociation. On est dans une étape qui est un petit peu plus agressive que celle d'un accompagnement, on va dire, soft du dirigeant, puisque ce mandataire judiciaire, il a quand même l'aura du tribunal au-dessus de lui. Et il ne faut pas croire que le tribunal de commerce est là pour condamner le dirigeant qui a fait appel à lui. Au contraire, le tribunal de commerce est là pour dire à ceux qui ne vous auraient pas payé, ou à ceux qui vous embêteraient, entre guillemets, ça ne va pas. Dans un monde économique normé, eh bien, on respecte certaines règles et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et donc, ce mandataire va pouvoir écrire à vos banques, à vos créanciers, etc., en leur disant « j'ai été désigné, il faut trouver une solution ». Et le tribunal de commerce vous regarde. Ce qui est donc très bien, puisque ça met une certaine pression, amicale, mais une certaine pression sur vos contreparties.
et que très généralement, il y a un taux de succès autour de 60, je crois plus de 70%, on arrive à trouver une solution. Tout ça dans un cadre confidentiel, fait que le marché, les gens ne sont pas au courant. Donc effectivement, quand on fait appel à des dons au public, eh bien, on ne veut pas que ça se sache. Il y a cette méthode, elle est intéressante, puisque évidemment, on a de grandes associations qui ont fait appel à ce type de procédure. On ne veut pas que ça se sache, et donc du coup, eh bien, on préfère cette voie. La conciliation, qui est l'autre pendant, est une procédure identique. On va au tribunal, on fait désigner un conciliateur et on peut être en cessation des paiements. C'est un cas assez particulier, mais il faut être en cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Les délais sont relativement courts, mais en tout état de cause, quand on a un peu anticipé, on peut choisir cette conciliation. La différence entre conciliation et mandat ad hoc, c'est que le mandat ad hoc n'a pas de limite temporelle, on peut être en mandat ad hoc pendant 1 an, alors que la conciliation, c'est 5 mois maximum. Ça contraint les parties à trouver un accord. Donc, dans un monde idéal, effectivement, on peut trouver un accord grâce à ces méthodes de prévention. Et encore une fois, ça se fera en équipe. Il faudra bien évidemment un fort support de la partie finance. Ça, on l'a répété, je crois, tout au long de ce webinaire. Sans finance, entre guillemets, c'est-à-dire directeur financier, comptable dans l'association, aide de l'expert comptable, conseil financier spécialisé, ça ne fonctionnera pas. On ne trouvera généralement pas ou peu de solutions. Et l'avocat est là derrière pour mettre en musique les accords qui vont être conclus, puisque, bien évidemment, si on a un accord, derrière, on a un protocole d'accord. Ça, vous connaissez tous la problématique, et donc il faut le rédiger et s'assurer du suivi. Donc ça, c'était la première étape, la prévention. Et puis après, il y a les cas un peu plus graves où, bien évidemment, on ne peut pas payer ses dettes et on est obligé de passer par une procédure qui va geler le passif. Mettons qu'on est dans un cadre où on a 500, 600, 700 000 euros de passif, fiscal, social, les URSSAF, parce qu'on est une association qui emploie du monde, on a 50 personnes dessous, et bien ça monte très très vite. On a 500, 600, 700 000 euros de passif, on ne peut pas les payer, même en les étalant, ça ne marche pas. Et bien dans ce cas-là, du moins en les étalant sur une période relativement courte, on sait que l'URSSAF c'est court, eh bien, ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, on va aller, effectivement, là encore, avec l'aide de l'avocat expert comptable, faire un point, un bilan, regarder les chiffres, et on va retourner au tribunal, mais cette fois-ci dans un cadre un petit peu plus officiel, et on va déposer une déclaration de cessation des paiements, faire reconnaître qu'on ne peut plus y arriver, mais qu'on a besoin de la protection du tribunal pour geler le passif, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de le payer tout de suite, et retrouver une bouffée d'oxygène, et avoir l'accompagnement, cette fois, d'un administrateur judiciaire quand on est dans un cadre on va dire de redressement judiciaire. Je ne développerai pas ici le cas de la sauvegarde qui est un peu particulier. En tout cas, dans le cas de redressement judiciaire, on a un administrateur judiciaire qui, aux côtés du dirigeant, intervient et donc va essayer de trouver là encore des solutions. Les 2 solutions de sortie étant un plan de redressement, remboursement des créanciers sur 10 ans et restructuration de l'entreprise, ou une cession, ce qu'on appelle les cessions à la barre, certains vont parler, du fonds de commerce de l'entreprise ou de certains actifs pour bien donner une nouvelle vie, entre guillemets, à la personne morale, de façon à ce que, bien évidemment, l'aventure ne s'arrête pas. Généralement, le but étant que les contrats de travail des salariés soient poursuivis. C'est la priorité de la loi sur les procédures collectives. Dans les cas les plus extrêmes, on vous en parlera dans quelques minutes, eh bien, malheureusement, si on constate que les difficultés sont trop importantes, qu'en dépit de tous les efforts mis en œuvre, eh bien, on ne peut plus y arriver si le dirigeant est dans une situation aussi parfois personnelle. On a parlé d'APESA, qui est une très très bonne solution, une situation de personnel difficile, qui dit je veux jeter l'éponge, qui ne peut plus assumer ses fonctions et parce qu'il n'en a plus les moyens, eh bien, on a le cas de la liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire, c'est la fin de la personne morale, qu'elle soit association, groupement, entreprise. Et là, dans ce cas-là, on retourne voir, effectivement, on va voir le tribunal, on dit là, on doit s'arrêter. Et à ce moment-là, on fait un peu le point sur les actifs, qu'est-ce qu'il y a en caisse, généralement pas grand-chose. Le passif, souvent important. On licencie les personnes qui doivent être licenciées, qui ne partent pas sans rien, je dois le dire, puisqu'il y a un système qui s'appelle les AGS qui indemnise tout de même les salariés, sachez-le, c'est important. Et chacun repart pour une nouvelle aventure, sachant quand même, je précise que pour les dirigeants, il est bien d'avoir un petit peu anticipé tout ça, parce que si le dirigeant a fait une faute, il peut se faire rattraper. Donc prudence, prudence.
voilà, on a tout de même un petit point à faire avant d'engager une liquidation judiciaire. Il faut toujours faire attention. Voilà pour les procédures que j'espère avoir balayées. J'ai été bien sûr trop rapide, mais évidemment, on est à votre disposition dans des cas d'anticipation pour regarder tout ça plus attentivement. Merci beaucoup Alexandre. Effectivement, il nous semble qu'il y a une question dans le chat. Je suis désolée, je suis un peu toujours maîtresse du temps pour laisser la parole à Florent et avoir toujours ce temps d'échange avec les participants. Et je laisse donc Marie vous poser la question. Oui, après, c'est une question qui est ouverte à tous les participants, donc je ne sens pas forcément obligée de répondre, Alexandre, mais donc c'est le témoignage de Julie, donc de l'association Les Parcs, et qui nous explique avoir eu des difficultés pour avoir des autorisations de découvert. Et elle demande si vous auriez des conseils de banque qui autorisent des découverts et des avances de subventions. Voilà. Oui, alors ça, c'est vraiment le gros sujet. Je pense que là, il faut avoir une approche extrêmement réaliste. Personne ne donne de l'argent facilement ni gratuitement. La trésorerie, ça a été dit de façon extrêmement claire par comptable tout à l'heure, c'est la clé. Les découverts bancaires, on les négocie quand tout va bien. Et d'ailleurs, c'est un conseil qu'il faut donner aux entreprises. Il faut négocier ça quand tout va bien. Maintenant, une banque peut arrêter le découvert bancaire à tout moment. Donc, par définition, rien ne l'oblige à le maintenir. Il y a certaines banques qui sont des banques dites judiciaires. On peut en citer plusieurs. Il y a une émanation de la Caisse d'épargne qui est la Banque de l'Orne. On a la banque de l'UBAC. On a également effectivement la banque Thémis. Ce sont trois banques, mais il y en a d'autres, mais ce sont trois banques spécialisées qui sont des banques donc dites judiciaires qui sont habituées à travailler avec des entreprises, on va dire, sous tension. Mais là, on parle d'entreprises qui sont d'une certaine taille, pas forcément énorme, mais qui sont d'une certaine taille, qui ont des flux et qui vont transférer ces flux sur une autre entité. Généralement, elles savent qu'elles ont des encaissements, mais au lieu de les faire vers une banque où il y a des découverts qui sont déjà utilisés, elles vont utiliser cette banque tierce pour avoir un petit peu d'air. Mais quand on n'a effectivement pas de découvert dans sa banque, malheureusement, on est bloqué. Je n'aurai pas de solution immédiate. Il faut de toute façon, là encore, ça nécessite des études de dossier. Ça ne se fait pas comme ça à froid. Il faut être extrêmement précis parce que généralement, si on est dans cette situation-là, c'est qu'il y a plein d'autres sujets à traiter qui peuvent permettre de débloquer la situation. Maintenant, il faut maintenir toujours le dialogue avec sa banque, être en transparence et si on attend effectivement des subventions, si ces subventions sont certaines, on peut parfois trouver des solutions. Maintenant, l'affacturage sur les subventions, c'est quelque chose de très, très, très particulier. Alors, l'affacturage, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait de vendre oui, c'est ça, c'est le fait de vendre cette créance, cette somme d'argent que vous allez recevoir à quelqu'un qui va vous l'avancer. Mais donc ça, il faut qu'il y ait des flux récurrents. Ça ne se fait pas en one-shot sur une somme, bien évidemment. L'affaire est souvent d'aller voir l'organisme qui doit vous verser la subvention et lui dire écoute, si tu peux te presser, ça m'arrangeait, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que là, je suis vraiment dans une situation extrêmement difficile. Donc, je ne peux qu'inciter cette personne à se rapprocher effectivement très rapidement de son expert comptable et d'un professionnel du droit pour faire les démarches amiables pour aller rapidement trouver une solution, mais aussi de sa banque, parce que les banques peuvent quand même faire le joint, ce qu'on appelle des bridges, évidemment. Ce n'est pas forcément des découverts en tant que tels, mais ce sont des découverts très très court terme, si on sait que l'argent va arriver. Merci beaucoup, Alexandre. Juste pour compléter quelques retours sur les banques, je laisse Marie et après on laisse la parole à Florent. Oui, c'est juste dans le chat, on a Anna et Julien qui nous parlent aussi du crédit coopératif et de la caisse d'épargne, qui connaissent donc aussi bien le monde associatif. Donc voilà, si vous vouliez des conseils, vous pouvez regarder aussi dans le chat. Merci beaucoup. Et si je peux, Cécilia, ajouter un tout petit mot en complément, il y a aussi le médiateur du crédit.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une contraction des financements et une position assez dure de la part d'un certain nombre d'acteurs bancaires, mais il y a le médiateur du crédit qui peut, quand il intervient dans la discussion, aller influer vers la banque pour donner un peu de souplesse. Donc, ayez en tête que c'est un acteur qui peut être intéressant quand vous avez des difficultés. Vous nous avez fait une surprise, Jean-François, vous êtes revenu en fin de webinaire. Exactement. Juste après, on va garder effectivement un petit quart d'heure, 10 minutes pour échanger collectivement, mais en conclusion de ce panorama riche et dense des points de vigilance, outils, acteurs, etc., nous, ça nous semblait aussi très important de donner la parole à une structure de l'économie sociale et solidaire qui a effectivement passé des difficultés. Du coup, je ne m'attarde pas et je laisse donc la parole à Florent, cofondateur du journal Le Dranche. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Et donc, effectivement, cofondateur de Feu, le journal Le Dranche. Ouais, moi, j'ai effectivement une histoire à vous raconter qui est quand tout ça, en fait, on a épuisé un peu tout ça et que du coup, on passe au stade liquidation judiciaire, puisque effectivement, nous, du coup, on a donc créé Le Dranche, qui était un journal de l'économie sociale et solidaire. Donc, on était ESS et ESUS, qui a existé pendant 7 ans. Et après tout un tas de choses, on a finalement été placé en liquidation judiciaire il y a un petit mois maintenant. Du coup, je vous fais très rapidement ce qu'on faisait, parce que c'est pas le but n'est pas de parler de ça. En gros, pour 10 000 raisons, on a créé un journal qui présente le pour et le contre. C'était donc le seul journal qui présentait le pour et le contre de chaque sujet d'actualité, écrit par des personnes qui connaissaient le sujet. Et on poursuivait 2 buts sociaux à ça. Le premier, c'était favoriser la formation d'une opinion pour tous ceux qui n'en avaient pas, et du coup inciter les gens, et notamment les jeunes, à s'engager. Le deuxième impact social recherché, c'était permettre à tous ceux qui ont déjà une opinion de mieux comprendre ceux qui pensent différemment. On peut passer à la slide suivante, je pense. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de dire. On avait 3 labels. On était donc on était une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On était un établissement ESUS et on était ESPI. C'est établissement, alors non, ESPI, c'est entreprise solidaire de presse d'information. Voilà. Et bon, vous pourrez revoir, je vais passer rapidement là-dessus, vous pourrez voir le site internet ledranche.fr est toujours en ligne, donc pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir là. On peut passer à la slide suivante. Ce qui est important, c'est voilà, ça donne un peu l'idée de l'ampleur. On avait un journal papier mensuel qui était distribué à 100 000 exemplaires par numéro, gratuitement aux étudiants et sur abonnement pour ceux qui n'étaient pas étudiants. Donc on était le premier journal étudiant en France, avec une notoriété assez faible quand même pour ça, mais du coup une entreprise quand même assez... voilà, on était un peu sorti du stade de toute petite entreprise, même si voilà, on a été 11-12 dans l'équipe au maximum, donc on restait une petite entreprise. Mais voilà, au niveau du paysage de la presse, en tout cas, on avait quand même réussi déjà quelque chose, quoi. On peut passer à la slide suivante. Donc ça, voilà, je vous présente l'entreprise, mais c'est pas Bon, on va passer même celle-là. Le but, effectivement, c'est d'arriver plus rapidement sur pourquoi, effectivement, on est arrivé à la liquidation judiciaire. Donc, on avait un modèle économique qui reposait aux 2 tiers sur la publicité et 1 tiers sur les abonnements. Et en fait, le Covid nous a coûté très cher, etc., fatalement. On a pris des prêts garantis par l'État et qui nous ont permis de tenir pendant le Covid. Mais voilà, le secteur de la presse, c'est de notoriété publique. Le secteur de la presse est un secteur qui est extrêmement compliqué. On avait des taux de marge extrêmement faibles. Et donc, même quand l'activité a... Oui, même quand l'activité, effectivement, a repris, on a eu pas mal Enfin voilà, on était à peu près à l'équilibre financièrement, mais de manière très légère, donc pas suffisamment pour rembourser les prêts garantis par l'État. Et puis, le contexte de guerre en Ukraine et d'inflation a fait que le prix du papier journal a fait x3. Donc pour nous, ça représentait quasiment 70 000 euros de dépenses annuelles supplémentaires sur lesquelles il n'y avait pas d'aide de l'État. Et on a décroché des gros contrats avec la Commission européenne. Et en fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ces contrats nous permettaient d'être à l'équilibre financièrement, mais il faut savoir que la Commission européenne a des délais de paiement qui sont particulièrement longs, c'est-à-dire que c'était des contrats de 400 000 euros au total. Et en fait, la Commission européenne avançait
aucun argent et payer en fait 8 mois après la fin du contrat s'ils évaluaient que tout était bon, etc. Donc des conditions qui étaient extrêmement compliquées. Et donc en fait, face à ces conditions, on a commencé effectivement à chercher, donc à faire un peu tout le parcours qui vous a été présenté. Mais en l'occurrence, nous, ça ne s'appliquait pas vraiment parce que déjà, tout simplement, on avait déjà des prêts garantis par l'État. On recherchait une somme du coup qui était assez importante, c'était plus de 200 000 euros. Il faut savoir aussi que les banques sont particulièrement frileuses à financer les activités médias en France pour tout un tas de raisons qui sont plutôt d'ordre politique. Donc, effectivement, est arrivé ce stade où, ayant épuisé toutes les possibilités, on est venu à demander un redressement judiciaire qui a été assez logiquement refusé parce qu'en fait, on était à l'équilibre sur l'année, mais en fait, il nous manquait un peu plus d'1 an de trésorerie. Donc, effectivement, on a été mis en liquidation judiciaire. Alors, peut-être déjà c'est pas forcément des conseils, mais le but, c'est vraiment un peu de partager l'expérience qu'on a vécue. Le premier enseignement, je lis les questions au fur et à mesure. L'obtention d'agrément ESUS, est-ce qu'on a bénéficié d'un accompagnement pour cette demande? Non, nous, on l'avait fait nous-mêmes, mais c'était vraiment au tout début du statut ESUS. Et en fait, on l'avait eu de manière un peu particulière parce que si l'administration ne répond pas au bout de, je sais plus si c'est 2 ou 3 mois, en fait, c'est réputé acquis. Donc, nous, on avait bénéficié de l'agrément ESUS, même si on avait le droit à ce titre-là. Et en fait, après, on avait fait le renouvellement qui avait été accepté cette fois-ci par la Directe. Mais non, on n'avait pas bénéficié d'accompagnement. Après, on baignait dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. On avait été accompagné notamment par Make Sense, etc. Donc, on s'était inspiré. On avait repris quand même dans nos statuts les extraits des textes de loi. Mais non, nous, on n'avait pas bénéficié d'accompagnement. Donc voilà, et en fait, tout ça pour dire que oui, donc on est arrivé au stade de la liquidation judiciaire. Alors comment ça se passe? Heureusement, on avait été bien préparé, mais c'est quelque chose qui peut être effectivement vécu de manière assez violente par les chefs d'entreprise, puisque vous passez devant le tribunal. Le tribunal prononce la liquidation judiciaire et il vous dit à partir de maintenant, tout de suite, vous n'avez plus le droit d'envoyer un mail au nom de votre société, de faire un virement, c'est-à-dire que vous arrêtez toutes les activités tout de suite. Donc il faut annoncer ça aux salariés, etc. Et l'activité s'arrête vraiment brutalement. Et ça, c'est quelque chose auquel il vaut mieux être préparé parce qu'effectivement, ça peut être vécu de manière assez brutale. Et effectivement, ça s'arrête vraiment tout de suite. Donc, ce serait prétentieux de parler de conseils, mais nous, en fait, les conseils qu'on nous a donnés et que j'ai été content de recevoir, c'est déjà effectivement se préparer à ça. C'est une possibilité. Donc, savoir comment ça se passe et l'envisager. Se dire aussi que, en fait, c'est là, je pense que comme tous, quand on a fondé, cofondé, monté, dirigé une entreprise ou une association, c'est un peu, on a une relation très émotionnelle à cette entité. Mais c'est s'y préparer et se dire que finalement, en fait, ça reste une entreprise, c'est quelque chose qui, finalement, c'est pas la fin du monde et que, c'est quelque chose qui peut arriver. Il faut savoir, il faut se demander effectivement à quel moment... simplement se préparer et se dire à quelles conditions, qu'est-ce que j'envisage, mais voilà, l'envisager comme une possibilité, c'est quelque chose qui aide effectivement beaucoup. Le deuxième truc, c'est dans tout le processus, et notamment dans la phase de difficulté, être très transparent. Nous, alors que ce soit effectivement avec les banques anticipées, ça je rejoins tout à fait tous les conseils qui ont été donnés, mais également avec les personnes avec qui vous travaillez. Alors les clients, parfois, ça peut être un peu compliqué, mais nous, par exemple, on a été très transparent avec nos lecteurs, avec nos actionnaires. On avait plus de 400 actionnaires. Et c'est quelque chose qui a été très apprécié. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut difficilement vous reprocher d'avoir des difficultés et voire même de ne pas trouver la solution à ces difficultés. Par contre, on peut vous reprocher de l'avoir caché. Et nous, effectivement, quand on a annoncé la liquidation judiciaire du journal, on a reçu, dans les 4 à 5 jours qu'on suivit cette annonce, on a reçu plus de 400 messages de soutien, que ce soit de la part de nos actionnaires, de nos lecteurs, de nos abonnés, etc. Alors que pourtant, les actionnaires, c'est des gens qui ont mis de l'argent et qui le retrouveront pas. Donc, on s'attendait pourtant à des réactions au moins en demi-teinte, voire beaucoup plus mitigées. Et sur les 400 mails, on n'a eu vraiment aucun mail de reproche ou de quoi que ce soit.
soit. Et donc ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous transmettre, c'est de dire, en fait, soyez transparent, soyez honnête, soyez sincère, et c'est quelque chose qu'on pourra difficilement vous reprocher, voire en fait, ça pourra aider parce que nous, il y a aussi énormément de gens qui nous ont passé des contacts, finalement n'ont pas débouché, mais en fait de personnes qui par la suite peuvent vous aider. Si jamais même effectivement il doit y avoir une reprise, le fait d'avoir été transparent sur vos difficultés, en fait, ça permet aussi à des gens de s'intéresser à votre activité, de voir effectivement s'ils peuvent reprendre toute partie de l'activité ou toute partie de l'équipe. Donc ça, c'est des choses effectivement qui pour nous ont été très précieuses. Et puis après, le dernier truc que j'ai apprécié moi personnellement, c'est de se dire, et ça c'est un conseil qu'on m'avait donné aussi, c'est surtout, alors je pense que en tant qu'entrepreneur, on a tendance à se consacrer beaucoup à son entreprise, mais de ne pas négliger en fait le reste, la vie en dehors de ça. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que notamment en période de difficulté, on a toujours tendance à se dire, bon, si je travaille encore plus, je vais pouvoir peut-être redresser, etc. Le fait d'avoir gardé, moi j'ai 2 enfants en bas âge, et donc du coup, ils prennent ce temps-là, hein, il n'y a pas vraiment le choix, mais du coup, c'est quelque chose, le fait d'avoir gardé des contacts avec, de voir ses amis régulièrement, de conserver. En fait, c'est quelque chose de jour où votre activité s'arrête, et encore une fois, elle s'arrête vraiment du jour au lendemain d'un coup. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui est, le fait d'avoir gardé une vie en dehors, c'est quelque chose qui est très riche et qui aide beaucoup effectivement dans ces moments-là, parce que ça reste des moments qui sont compliqués. Donc, c'est quelque chose qui aide beaucoup dans ces moments-là. Et effectivement, le dernier truc, c'est se préparer. Et ça, nous, on n'avait pas fait, et c'est une erreur, je pense. En tant que dirigeant, on n'a pas, donc les dirigeants, les créateurs d'entreprises et mandataires sociaux n'ont pas droit au chômage. Donc effectivement, le jour où l'activité s'arrête et qu'on vous dit le 15 du mois, en fait, vous ne serez pas payé ce mois-ci et vous aurez 0 revenu, etc., c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Et donc effectivement, il y a des assurances qui permettent, alors ça coûte une petite somme d'argent, hein, mais qui permettent effectivement, après un certain délai, c'est pour ça que c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut anticiper et qu'il ne faut pas prendre en gros le jour où ça va vraiment mal, etc. Il y a des assurances. Voilà, il faut les contracter avant les difficultés, c'est exactement ça. Il y a des assurances qui permettent en fait aux dirigeants, aux mandataires sociaux de toucher le chômage, un équivalent chômage en fait le jour où l'activité s'arrête. Et ça, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas fait, mais que je vous conseillerais bien évidemment de faire, voire même d'imposer si jamais vous avez des dirigeants d'associations, de boîtes que vous financez, que vous aidez. Il y a quelques financeurs ou levées de fonds qui le demandent maintenant aux dirigeants, et c'est quelque chose en tout cas qui est un bon filet de sécurité, parce que c'est vrai que c'est une période où déjà il y a beaucoup de choses à faire. Et effectivement, si en plus de ça, c'est le moment où vous n'avez plus de revenus, il faut en chercher un peu d'urgence, etc. C'est quelque chose qui vous laissera un peu plus de tranquillité. Donc voilà, c'est un conseil que je donne. J'ai déjà pas mal parlé, mais du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Florent. C'est super intéressant ce que tu nous dis. Effectivement, ça met dans l'opérationnel tous les conseils et les outils qu'on a pu partager pendant ce webinaire. Il nous reste une dizaine de minutes et je vois que Irène et Marie ont pu récolter quelques questions à poser soit à toi, soit à l'ensemble des intervenants. Du coup, je leur laisse peut-être la parole, et aussi les participants, n'hésitez pas aussi à ouvrir votre micro. C'est vraiment un temps un peu conclusif à ce webinaire où on peut aussi partager du coup vos questions, vos doutes, ou revenir sur des choses qu'on a mentionnées du coup pendant ce webinaire. Et effectivement, juste avant de la question, les questions, je voulais juste simplement repréciser, ça a été dit dans le chat si vous l'avez suivi, mais voilà, France Active le disait, il y a des outils qui peuvent avoir notamment des avances de subvention, des avances de trésorerie, pardon. Donc, je vous ai mis le lien de tous les réseaux France Active, et il y en a un par département, donc vous pouvez trouver le France Active qui est sur votre département, et voilà, contactez-les, ils peuvent vous aider. Il y avait une question de Julien Barrault qui nous demande, en cas de perte d'un local, en tout cas de l'arrêt de l'activité, quelles sont les solutions? Est-ce qu'on peut mobiliser des dispositifs de chômage technique ou partiel, le temps de retrouver l'appareil de production? Voilà, est-ce que quelqu'un a une réponse? Je vois Alexandre ouvrir son micro. Oui, bien évidemment, il y a des situations dans lesquelles le chômage partiel peut être organisé. Alors, tout dépend de l'activité
de l'entreprise ou de l'association, bien évidemment, puisqu'il y a le télétravail aujourd'hui qui permettrait potentiellement de continuer l'activité sans locaux, mais bien évidemment, si on l'explique, après, ce sont des discussions à mener avec les services qui contrôlent l'emploi, et donc tout se discute et tout se négocie, là encore, soit de gré à gré, c'est-à-dire avec les intervenants, soit on a besoin de la supervision bien de quelqu'un. Et dans ce cas-là, on peut, pour ces cas-là, être accompagné par un mandataire ad hoc. Ce n'est pas une obligation, mais oui, il y a des systèmes, mais c'est du cas par cas. Encore une fois, il faudra bien expliquer pourquoi on en arrive à ces extrêmes. Merci beaucoup du coup pour cette réponse. On avait également le témoignage de Mégane Pro de Fontaine-Monsieur-Mage qui nous expliquait qu'ils ont eu le cas de leur adhérent qui leur avait proposé de verser une certaine somme en contrepartie d'une reconnaissance de dette pour les aider face à des enjeux de trésorerie. Est-ce qu'ils avaient refusé parce que ça leur semblait un petit peu à la frontière de la légalité? Est-ce que les experts un peu peuvent nous dire si c'est quelque chose qu'on peut faire? Est-ce que c'est légal ou pas, ce genre d'action? Personne s'y colle, je viens répondre. Oui, bien sûr, les problématiques de reconnaissance de dette, elles sont assez communes, et notamment dans le monde associatif. Maintenant, grande prudence, ça dépend des montants. Et il faut, dès qu'on dépasse une certaine somme, et c'est assez conseillé, le faire soit par acte d'avocat, soit devant notaire, pour éviter. Ce n'est pas un coût du tout important, faut pas croire que ce n'est pas des coûts importants, mais quand on parle de sommes qui peuvent être 10 000, 15 000, 20 000 euros, bon, c'est déjà des sommes engageantes. Dans ce cas-là, il est préférable, surtout s'il y a une compensation derrière, d'être un petit peu prudent. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Jean-François, vous avez ouvert votre micro. Je ne sais pas si vous souhaitez Oui, compléter du coup. Pour compléter, oui, c'est tout à fait possible. Ça dépend de la nature de l'association, mais c'est tout à fait possible pour une entreprise comme pour une association. En association, on fait des apports avec une convention d'apport, et en entreprise, on fait des apports dans le compte courant. Donc, je dirais que quand on a des difficultés, à partir du moment où vous trouvez quelqu'un qui est prêt à vous aider, soit il peut le faire à titre personnel avec une déclaration à l'administration fiscale, soit il le fait au niveau de l'entreprise ou de l'association avec un formalisme. Mais oui, c'est possible, et il ne faut pas hésiter, parce que dans ce cas-là, toute trésorerie est bonne à prendre. Merci beaucoup. Marie et Irène me disent qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Du coup, on a réussi à répondre à peu près à toutes vos questions. On a encore environ 5 minutes. Je ne sais pas si parmi les participants qui sont encore avec nous, il y a des questions que vous souhaitez poser directement à l'oral. Il ne faut pas du tout hésiter à ouvrir son propre micro. Aussi, parmi nos intervenants et intervenantes, il y a quelques derniers messages que vous souhaitez faire passer, des informations complémentaires que sont venues en tête à fur et à mesure que les interventions ont coulé. Je vous laisse aussi la parole la parole à eux. Peut-être, Cécilia, pardon, sur cette question de financement, je voudrais quand même préciser que pour des associations, des entreprises qui ont un problème quand même structurel de rentabilité, quel que soit le financeur, il n'y a pas de solution miracle, notamment avec des outils qui se remboursent. France Active évoque des outils qui sont des outils qui se remboursent, donc qui ajoutent de la dette souvent déjà à des dettes. Il faut être très très clair, les cas de financement d'entreprises en difficulté sont quand même, se font dans des contextes très, très particuliers, et en tout cas systématiquement avec la capacité du dirigeant de donner de la vision, une lisibilité sur les actions correctives qui vont être menées et qui vont permettre justement de rassurer les financeurs potentiels pour éventuellement reprendre un risque. Donc, vraiment, il n'y a pas aujourd'hui d'outils miracles. Pour les associations, si vous êtes fortement soutenu par vos collectivités, ça peut être une voie et encore compliquée à actionner de solutions par la subvention, parce que finalement, quand ça va mal, c'est quand même la solution la
la plus facile. Et de toute façon, ça n'exclut jamais le fait de regarder l'ensemble des éléments et de la gestion pour faire des économies sur tous les postes possibles, de revoir son modèle. Donc, je voulais quand même mettre un petit bémol sur les leviers existants concernant les financements externes, que ce soit les banques ou l'ensemble des organismes, même avec la plus grande bienveillance, c'est toujours quand même très compliqué. Et peut-être un petit complément que je n'avais pas tout à l'heure concernant le chèque prévention donc de la région, il n'est activable qu'à partir du moment où il y a un accord dans le cadre d'une procédure en mandat ad hoc ou en conciliation. Donc là aussi, c'est 50% des frais engagés plafonnés. Donc, il y a toujours des contreparties. Je veux dire, il n'y aura jamais un intervenant qui soit en mesure de faire un chèque en blanc, ou en tout cas, c'est quand même très, très rare. Ouais. Merci beaucoup, Laurence. Peut-être on a le temps d'une dernière question qui vient d'être posée dans les chats. Est-ce qu'il existe des fédérations, des comptables, experts comptables spécialisés dans l'ESS ou dans les associations pour trouver des personnes spécialisées? Je pense donc que cette réponse... pour cette réponse, je laisse Jean-François du coup répondre comme porte-parole là justement. C'est une bonne question. Non, on n'a pas de fédération, mais on a le comité association au niveau de l'Île-de-France et on a la même chose au niveau national de l'ordre des experts comptables. Donc, comme les avocats, les experts comptables ont un ordre qui les régit, qui s'occupe d'eux, qui les contrôle aussi. Et nous, il y a un comité association donc, qui est dédié à l'ensemble du monde associatif et de l'économie sociale et solidaire, notamment tout ce qui est SCOP, SIC, fonds de dotation, fondations, qui ne sont pas des associations en tant que telles, mais aussi avec la problématique des labellisations ESUS ou autres. Donc, je pense que le mieux, c'est de s'adresser à ce comité. Donc, n'hésitez pas à prendre mes coordonnées, j'en ferai le relais pour vous trouver la bonne personne sur la bonne région. Voilà. Après, moi, je rejoins l'avis sur la spécialisation, sur les entreprises et associations en difficulté, comme sur le monde associatif. Ça reste des spécialités, donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui connaît. Donc, la remarque est bonne. Il y a des experts qui travaillent plus sur ce secteur que d'autres. Tournez-vous vers eux, que ce soit quand vous connaissez des difficultés sur la question de la gestion de ces difficultés de trésorerie et de redressement ou autres, ou que ce soit quand vous gérez des spécificités associatives. Merci beaucoup Jean-François pour cette précision. On est resté dans les temps qu'on avait prévus pour ce webinaire, sauf s'il y a vraiment une dernière question. Sinon, nous, normalement, on vous repartage du coup à la fois la présentation qui était partagée lors de ce webinaire, complétée des différents annexes, et aussi les contacts de nos intervenants s'ils sont d'accord, pour que vous puissiez éventuellement du coup soit récupérer d'autres informations, des contacts, etc. Et bien évidemment, le pôle accompagnement de la CRES reste à votre disposition. Et je réponds donc à la question de Aude. Effectivement, on vous partagera l'adresse de Jean-François qui va faire le lien du coup avec ce comité. Sauf si je me trompe, Jean-François, vous me dites. Non, effectivement, c'est le plus simple. Très bien, et merci beaucoup à tous et à toutes pour cette mobilisation. Merci encore à nos intervenants et intervenantes pour le temps de calage d'intervention, de préparation de PowerPoint. Et je souhaite à tout le monde une très belle journée et au plaisir d'échanger à nouveau. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Merci.